Connu M. Dahoud Djerbal. M. Dahoud Djerbal est maître de conférences en histoire contemporaine à l'université d'Alger, bon, maintenant à la retraite, mais il l'est toujours. Depuis 1993, c'est-à-dire 32 ans, il est directeur de la revue NART, revue d'études et de critique sociale. Non, c'est parce que je tire les numéros, qui est publié en français et en arabe. Après une dizaine d'années de travaux en histoire économique et sociale, je pense que c'était ça au départ, peut-être elle n'est pas là, Thomas, oui, peut-être inspiré par le directeur fondateur M. Saïd Chihri, le défunt Saïd Chihri, qui a disparu très vite en 1993. Donc je pense qu'il y a eu vraiment une envie de parler du mouvement syndical, du mouvement social en Algérie. Donc après une dizaine d'années de travaux en histoire économique et sociale, il s'oriente vers le recueil de témoignages d'acteurs témoins de la lutte de libération nationale. Il travaille aussi beaucoup et plus récemment sur la relation entre histoire et mémoire. Il a accepté spontanément de nous présenter ce soir un numéro de NART, un numéro récent de la revue NART, publié en octobre 2000, j'ai du retard. Où étions-nous? En octobre 2024, sur Gaza. Voilà. Et c'est cette présentation de ce recueil hors série numéro 8, il va nous dire pourquoi hors série. Je pense qu'il y a une volonté, il y a comme ça quelquefois des publications hors série de la revue NART. Et il donnera en détail la genèse et le contenu de ce recueil. En réalité, d'ailleurs, ce numéro 8, je vais essayer de le montrer, celui-là. Voilà, le numéro 8 est en réalité, et je vous conseille vraiment, je l'ai fait pour cette occasion, de les lire tous les deux ensemble et tous les deux successivement. Donc celui-là, celui que M. Djerbal va nous présenter ce soir, d'octobre 2024, fait suite à la publication en 2005, c'est-à-dire il y a 20 ans, d'un numéro sur la Palestine. Il avait pour titre « Palestine, les clés d'un conflit ». Et vraiment, j'essayerai de le dire, vous verrez à quel point il est important de relier et de lire en continuité les deux ouvrages. La lecture, comparative de ces deux ouvrages séparés de 20 ans est extrêmement intéressante. Les derniers paragraphes de la présentation dans le texte de 2005 qui a été signé par le sociologue de Constantine Abdelhafid Hamdi Shrif, a une résonance particulière aujourd'hui. Je vais vous le citer. Ce qui se joue dans la question palestinienne, c'est un concentré de tous les problèmes de terre, de territoire au pluriel, d'identité et de citoyenneté, de colonisation et de décolonisation. Et je pense qu'il faut retenir ça, la conclusion de sa présentation, de Palestine, les clés d'un conflit. Nous espérons contribuer, donc la revue NART, à susciter une insurrection des consciences et joindre notre voix à toutes celles qui œuvrent à élever la cause palestinienne à la hauteur de l'universel. Ça a été écrit ceci en 2025. Quelle prémonition! 2005, excusez-moi. Vraiment, je fais les siècles, les années. Quelle prémonition! Je trouve que tous ces propos sont extrêmement prémonitoires. Et en vérité,
Le numéro que nous présentera en détail M. Djerbal est dans la continuité absolue de cette vision. Jugez-en, là encore, je vais citer cette fois Daho. Je cite, « La guerre entre les Palestiniens n'est pas une guerre classique, mais elle est menée sur tous les fronts et dans tous les domaines, à l'échelle mondiale, universelle, mondiale. Une guerre mondialisée. » La guerre, non pas entre les Palestiniens, mais la guerre des Palestiniens. Bien sûr. Il ajoute, je cite encore, « La résistance du peuple palestinien est soutenue à l'échelle mondiale. » Et il conclut avec force, et j'ai trouvé une certaine émotion, je le cite, « Face aux nouvelles formes de la domination coloniale, nous avons voulu montrer que des solidarités internationales se sont engagées dans une perspective politique et historique de rupture. » C'est cet esprit-là que ce numéro hors série de Nacht cherche à honorer et à garder vibrant et fort. Je me dois de parler aussi dans des livres importants qui ont été écrits par Daho Djerbal et tous édités chez Shihab Éditions. Je ferai mention de 4 de ces œuvres. Le premier, l'organisation spéciale de la Fédération de France du FLN, Histoire de la lutte armée du FLN en France 1956-1962, publié en 2012. Mohamed Issiachem, Mémoire d'un insoumis en 2019. Et surtout les 2 sommes, les 2 tomes de la biographie, on va dire, mais plus que ça, en fait, c'est pas seulement le parcours de Lakhdar Bentobal. Premier tome, c'est Les Mémoires de l'intérieur, paru en 2021, et La conquête de la souveraineté, toujours Lakhdar Bentobal, en 2022. Il y a dans cette somme d'un travail colossal un trait commun, frappant, me semble-t-il. C'est l'originalité de la méthode de recherche et d'écriture de l'histoire de la guerre d'Algérie. En effet, en l'absence d'un accès aux archives françaises et algériennes malheureusement, l'idée de Daho Djerbal est de recueillir les témoignages des acteurs de la Révolution, témoignages recoupés bien sûr avec des vérifications sur des sources officielles ou différents témoignages, ce qui permet de les croiser ces témoignages pour faire apparaître ce qui est plus proche de la vérité. Avec cette idée, il a démontré à travers ses travaux, ses interviews avec les acteurs de la Révolution, qu'on arrivait à écrire une histoire aujourd'hui de la guerre d'Algérie plus juste et plus originale, avec des révélations et aussi une perspective sur les motivations des uns et des autres et leurs engagements. Il a pu ainsi écrire une histoire vivante, beaucoup plus intéressante qu'une histoire compassée qui s'appuierait uniquement sur les archives. Il a donc œuvré pour la réhabilitation des témoignages oraux par rapport à la méthode académique qui impose plutôt d'aller vers les sources officielles ou écrites et les recouper. Dans le cas de la guerre d'Algérie, ces ouvrages sont les plus intéressants. Celui en 2 tomes, je l'ai montré, sur Lakhdar Bentobal en particulier. Ils apportent des révélations, je donne des exemples, sur la mort d'Aban Ramdan, la déprogrammation du démarrage de la guerre le 8 mai 1945, ça devait être le 8 mai 1945, dans le cas de Bouddha. Là aussi, il y a un travail
sur Ahmed Bouda, ou bien les témoignages qu'il a recueillis auprès des compagnons d'Amirouche pour réhabiliter le parcours du même Amirouche. Il faut saluer la parution de ces ouvrages majeurs de l'histoire de la guerre d'Algérie. Et je voudrais terminer en remerciant infiniment l'auteur, l'historien, l'écrivain, qui est aussi, en ce qui me concerne, un, je ne vais pas dire vieux, non, compagnon de lutte depuis octobre 1988. Je voudrais ajouter ce que je savais, mais que j'ai reconfirmé, que le recueil des témoignages audio, à l'époque il n'y avait pas, a été fidèlement et patiemment tapé, je ne sais pas, à l'époque, il y avait l'ordinateur ou pas? Oui, même pas. Le début. Saisi, tapé par Madame Yamarène Dalila Djerbal. Et je comprends mieux pourquoi au réseau Wassila, elle a cette facilité à retranscrire les messages oraux de ses compagnes. Merci d'accord. Merci Fadela, merci à vous toutes et à vous tous qui êtes là, qui êtes venus pour nous rencontrer. Et j'aimerais juste dire 2 mots sur le parcours qui nous a amené au numéro hors série de la revue NAP consacré à Arza. Je passe sur mon propre travail et sur ce qui a été dit de toute façon de manière succincte, parce que depuis 1980 à ce jour, j'ai pu recueillir disons 80 témoignages de militants du mouvement national et des militants et des cadres et des témoins et acteurs de la lutte de libération. Donc, juste une petite parenthèse, je ne dis pas la guerre d'Algérie, parce que la guerre d'Algérie est une expression de l'historiographie française et du discours français, parce que la lutte a été une lutte globale, pas seulement une lutte armée. C'était une lutte politique, diplomatique, une lutte culturelle, et une lutte sous tous les aspects, qui s'est inscrite dans l'histoire contemporaine, je peux le dire, puisque j'ai enseigné pendant 50 ans l'histoire contemporaine, du XXe siècle. C'est un cas d'espèce, la lutte de libération de l'Algérie, puisque de toutes les colonies françaises, c'est l'une des seules colonies de peuplement qui est restée 1 siècle et demi et qui pensait pouvoir être à jamais présente en Algérie, puisque en 1930, au fait du centenaire, ici en Algérie, toute la nomenclature française, qu'elle soit politique, diplomatique, culturelle, universitaire, est venue commémorer le centenaire de l'Algérie française. Et un journal à Belambès avait titré 5 colonnes à la une, l'Algérie, un morceau de la France, plus France que la France. 1930, c'était un peu l'esprit qui dominait en France, et ce qui va permettre à l'Algérie et aux Algériens de rentrer dans l'histoire encore plus fortement et durablement, c'est que c'est la seule lutte de libération qui a entraîné le départ de la minorité coloniale dans son pays d'origine. Deuxième caractéristique, c'est la seule lutte de libération qui a mené le combat sur le territoire même de la métropole. Il n'y a aucun autre peuple colonisé, y compris le Vietnam, qui est un des modèles de la lutte de libération, qui a mené une guerre dans le territoire de la puissance dominante. À l'exception peut-être des Irlandais qui ont mené des opérations armées en territoire britannique.
mais ce n'était que des petites opérations, alors que là, c'était un front, le second front, qui a été ouvert en 1958 en territoire français, au cœur de la métropole française. Ceci dit, cette longue expérience de résistance, de lutte et de sacrifice, qui a porté en elle un trauma collectif de longue durée, qui jusqu'à ce jour s'exprime encore en nous et dans la relation entre nous, donc est importante pour nous parce qu'elle elle permet à tous les Algériens, à chacun d'entre nous ici présents et à tous ceux qui sont ici, de comprendre la portée de la lutte du peuple palestinien aujourd'hui dans les circonstances dans lesquelles elle est menée. Et lorsque le 7 octobre 2023, Tawfen Aqsa a été lancé et qui s'en est suivi toute cette mobilisation des médias occidentaux pour en faire une guerre Israël-Hamas, nous avons dit qu'il était impossible de rester silencieux, sans rien faire, pour pouvoir apporter notre solidarité à notre façon à la lutte du peuple palestinien. Donc c'était plus la lutte des Razaouis contre Israël, mais c'était la lutte d'un peuple palestinien pour récupérer sa terre. Et ça, on peut le comprendre très facilement, on n'a pas besoin de faire de longs discours. Et donc nous avons, dès octobre 2023, commencé à travailler, à préparer une publication qui serait, disons, en quelque sorte, l'expression d'une solidarité de l'Algérie et des Algériens vis-à-vis du peuple palestinien. Et nous avons cherché et trouvé des auteurs palestiniens d'abord, de l'intérieur de la Palestine et de l'extérieur de la Palestine. Puis nous avons aussi trouvé des expressions, des positions dans l'ensemble de ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global, ce qu'on appelait autrefois le tiers-monde. On a eu des contributions de l'Afrique du Sud, on a eu des contributions du Brésil, on a eu des contributions de l'Inde, on a eu d'autres contributions qui ont fait que, en fait, elles exprimaient exactement ce qui se passait sur le terrain. Donc une résistance des Palestiniens à l'occupation israélienne et aussi une lutte des Palestiniens pour récupérer leur territoire l'oued et l'al-Bahr, du fleuve du Jourdain jusqu'à la mer. En disant cela, ce slogan-là est extrêmement important du point de vue politique et du point de vue stratégique. Parce que cette lutte du peuple palestinien, c'est en fait la lutte de toute la Palestine. Ce n'est pas la lutte ni de Gaza, ni de la Cisjordanie, ni de ce qu'on a appelé Arab 1948, les Arabes de 1948 qui vivent en Israël. Vous pouvez ici comprendre que ces formes de dénomination, c'est en fait le dépouillement, la dépossession des Palestiniens de leur identité en tant que Palestiniens et de la Palestine de son entité en tant que entité historique. Palestine, en la fragmentant en morceaux. Et donc, au fond, il nous a semblé extrêmement important de mettre en clair l'enjeu de ce qui est en train de se passer jusqu'à ce jour en Palestine. Et donc ce numéro est sorti quasiment, on voulait le sortir à l'anniversaire du 7 octobre 2024, il est sorti le 19 octobre 2024, et dès qu'il est sorti, en tout cas il est sorti sous forme papier en Algérie, et il est sorti sous forme numérique sur une plateforme de revue de sciences humaines et sociales en France et à l'international. Et du 19 octobre au 30 octobre, le numéro a battu tous les records. Jamais un numéro a battu autant de records d'accès ou de commandes vis-à-vis
disons, des lecteurs de la revue Naqd. Et cela, pour nous, témoignait d'en fait un engagement, non pas seulement l'intérêt intellectuel, mais un engagement de l'ensemble des pays, puisque nous avons la statistique des pays qui ont accès à la revue Naqd. On voit apparaître évidemment des pays européens, des pays des États-Unis, de l'Amérique, mais aussi de la Chine et surtout de l'Afrique subsaharienne. Donc au fond, l'écho que nous avons reçu témoigne qu'en fait ce combat du peuple palestinien n'est pas une guerre classique et n'est pas une guerre localisée, une guerre, disons, régionale ou semi-régionale. L'opération de Tawfan al-Aqsa du 7 octobre 2023 a propulsé la dialectique de la violence et de la contre-violence entre le pouvoir colonial d'Israël et la résistance palestinienne à un niveau jamais égalé dans l'histoire des confrontations de ce XXIe siècle. C'est le seul conflit qui a pris une telle dimension, qui est une dimension internationale et une dimension qu'on va essayer d'expliquer et qui se trouve développée dans son numéro. Cette dimension, c'est que cette guerre, d'abord, c'est la plus longue des guerres menées par les États arabes et les organisations armées du Moyen-Orient, de la région, contre l'unité sioniste israélienne. En fait, la plupart d'entre vous ont connu les précédentes guerres, depuis octobre 2023 à ce jour, le gouvernement israélien mène en effet une guerre génocidaire, comme vous le savez, contre la population de la bande de Gaza. Il intensifie sans cesse la brutalité de son armée d'occupation et l'étend à toute la Palestine, Gaza, territoire occupé en 1948, et Cisjordanie. Et il n'est pas arrivé, pourtant, jusqu'à ce jour, à réduire au silence la voix de la lutte armée. Parce qu'en fait, cette lutte armée qui a été lancée par le peuple palestinien, qui dure encore jusqu'à ce jour, c'est un cas d'espèce, c'est un événement historique jamais égalé par les peuples arabes du Moyen-Orient lorsqu'ils sont confrontés à Israël. Et ça, c'est extrêmement important parce que ce n'est pas une négociation, ce n'est pas la tentative de parvenir à un accord de paix entre la représentation de l'entité palestinienne et la représentation de l'entité sioniste, mais c'est une guerre de libération. C'est une guerre de libération du peuple palestinien de son territoire occupé par une colonisation étrangère. Ces choses doivent être dites clairement et sans retenue et à chaque fois qu'il est nécessaire. Une année durant, la résistance palestinienne se poursuit et s'étend à l'intérieur même de la Palestine. Et là, nous avons des témoignages, comme je vous l'ai dit dans ce numéro, de Palestiniens de l'intérieur qui parlent de cette lutte armée. La guerre, alors, Mohamed Jihad Ismail s'étend sur ces questions-là. Il rappelle que ce n'est pas la guerre des 6 jours, ce n'est pas la guerre d'octobre 1973, qui ont été des guerres menées par des États constitués, mais que la guerre d'octobre 2023 est une guerre du peuple palestinien et qu'elle dure depuis 50 ans. Ce n'est pas une guerre qui a commencé en 2023, c'est une guerre qui a commencé en 1947. Plus que ça. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. C'est-à-dire qu'au fond, on est en train d'être formaté par les médias occidentaux qui nous prêtent un certain nombre de notions, d'expressions clés pour définir ce qui est en train de se passer.
Les Palestiniens eux-mêmes disent autre chose. Ils ont une autre façon d'exprimer ce qui est en train de se passer et ce que nous avons repris et développé dans ce numéro. Donc de l'intérieur même de la Palestine, comme à l'extérieur de la dite bande de Gaza, on a mis la bande de Gaza entre guillemets parce que ce n'est pas seulement la bande de Gaza qui se passe, des voix comme celle de Oumiya Abou Hana, de Maysen Hamdan, de Foura Tcheher s'expriment et font écho à l'impact de l'agression sur les consciences du monde arabe. Tout au long de ce conflit, il est apparu avec une évidence aveuglante que le combat des Palestiniens n'est pas mené contre la seule entité sioniste et son armée d'occupation. Ça aussi, c'est un point extrêmement important à vous mettre à l'esprit, et que chacun se mette à l'esprit. Mais contre les partisans palestiniens aussi d'une solution négociée entre deux États. La solution des deux États n'est pas la solution de ceux qui se battent aujourd'hui sur le terrain. La solution de ceux qui se battent sur le terrain, c'est un seul État, la Palestine. C'est un peu, j'ouvre une toute petite parenthèse, c'est un peu dans les négociations d'Évian, quand la délégation française est venue avec des dossiers où il fallait séparer l'Algérie du Nord du Sahara. Il fallait séparer les populations entre populations européennes, musulmanes, chrétiennes, israélites. La délégation algérienne dit « Nous sommes ici pour négocier sur la base de 4 principes. L'unité du territoire, l'unité du peuple algérien, l'unité, la souveraineté du pays et la représentation internationale d'un gouvernement algérien. » C'est le même problème qui se pose aujourd'hui en Palestine, qui est ne pas laisser la confusion rentrer dans les esprits à partir de ce qui s'est passé précédemment. Donc, tout au long de ce conflit, ce qui apparaît, c'est cette lutte n'est pas menée seulement contre les Israéliens, mais elle est menée contre les Palestiniens d'At-Tatbiya, la alaqa ma'a Israël. Ça, c'est un deuxième point important. Et les alliés arabes de cette solution, des pays du Khalij et d'autres pays de l'Afrique du Nord ou d'ailleurs. Donc, en fait, la résistance palestinienne lutte également contre Israël et ses alliés occidentaux, dirigés par les lobbies néoconservateurs et néo-sionistes des États-Unis. Comme le montre dans ce numéro Noha Khalef, qui est une Palestinienne, qui a décortiqué les lobbies israéliens sionistes aux États-Unis. Je vais en parler tout à l'heure rapidement, pour ne pas vous prendre trop de temps, mais je vous recommande cet article-là parce qu'on comprend mieux aujourd'hui que ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis avec Trump, mais qui s'est passé aussi avant Trump, avec Biden, avec Obama, avec Clinton, jusqu'à Reagan. On va en parler dans quelques minutes. Donc au fond, ce type de conflit, ce type de combat, ce type d'adversaires qui sont en lutte va nous permettre de comprendre que nous n'avons pas, comme je l'ai dit, affaire à une guerre classique entre deux armées, entre deux adversaires, mais une guerre polymorphe et protéiforme. C'est-à-dire que cette guerre n'est pas seulement une guerre avec l'usage des armes, c'est une guerre globale, une guerre polymorphe, c'est-à-dire elle prend tous les aspects, y compris les aspects de l'information, du discours, de la parole, tout cela est engagé dans ce conflit-là. Elle est menée sur tous les fronts et dans tous les domaines, à l'échelle mondiale, une guerre mondialisée. Nous sommes aujourd'hui devant un nouveau phénomène, une nouvelle forme de conflit, c'est un conflit mondialisé. Pourquoi mondialisé?
parce qu'elle se développe. Elle développe des alliances avec des forces et des mouvements racistes et xénophobes, comme le montre dans ce numéro également Aboul Ala Mouassous, dans son étude sur les relations entre Israël et le parti BJP au pouvoir en Inde. Alors, j'ouvre une toute petite parenthèse. Il n'y a pas longtemps, notre gouvernement a négocié avec le représentant de l'État indien des accords stratégiques dans certains domaines. Or, dans cette étude, on apprend que les accords entre le Mossad israélien et l'aile de recherche et d'analyse de l'Inde se sont développés depuis les années 1950 pour déboucher dans les années 1990 sur des relations étatiques de défense et de sécurité qui vont du transfert de technologie et d'expertise à la lutte contre les mouvements indépendantistes de Palestine et du Cachemire. Le gouvernement actuel, depuis les années 90 et même avant, donc, a engagé des accords stratégiques sur le plan du contrôle, disons, de l'information, sur le plan de renseignement et sur le plan, disons, de la sécurité, pour lutter pour l'Inde contre le Cachemire et pour lutter pour l'Israël contre la Palestine. Donc cela est important de le dire, de le rappeler aujourd'hui, non pas seulement dans des cercles fermés comme les nôtres, mais au niveau public. Et c'est là une des raisons aussi pour lesquelles nous constatons depuis 33 ans que la revue NAP n'est pas diffusée dans les bibliothèques du pays, dans les bibliothèques universitaires ou dans les bibliothèques publiques. Donc, nous avons ici des alliances stratégiques qui sont conclues et qui sont menées sur le terrain entre les États-Unis et Israël, entre Israël, l'Inde, entre Israël et d'autres puissances dans le monde. Par contre, de l'autre côté, la résistance du peuple palestinien, elle est soutenue à l'échelle mondiale, elle aussi, par une multitude d'organisations à l'intérieur même de la Palestine, mais également à l'échelle internationale. Des organisations de solidarité et des activistes ont lancé en mars 2022 un réseau panafricain de solidarité avec la Palestine. Et il s'est réuni, ce réseau, à Dakar, au Sénégal. Les participants venaient d'Afrique du Sud, du Botswana, du Cameroun, de Côte d'Ivoire, de Gambie, du Ghana, de Guinée-Bissau, du Kenya, du Malawi, du Maroc, de Mauritanie, du Mozambique, du Namibie, du Nigeria, de la République démocratique du Congo, du Sénégal, du Soudan, de Tanzanie, de Tunisie, de Zambie et du Zimbabwe. Vous n'avez rien remarqué? Merci d'être aussi attentif. Suite à ces développements, les organisations de solidarité Nelson Mandela, en Afrique du Sud, ont soutenu la Palestine, faisant de l'Afrique du Sud un des pôles de la solidarité avec la résistance palestinienne. Il y a quelques semaines, mais en moins d'une semaine, l'ambassadeur de l'Afrique du Sud aux États-Unis a été considéré persona non grata par le gouvernement. Ça, c'est un indice et un fait extrêmement important de la solidarité internationale et en particulier sud-africaine. En Amérique du Sud, au Brésil, des organisations comme Unipériférias, qui, dans Démocratie et Périphérie, ont publié le premier texte sur la Palestine, Le corps dans le ballon, de Shahid Wedi. Ils nous ont permis de reprendre le texte de Zukiswa Waner, qui témoigne, c'est une Africaine du Sud, qui témoigne de la vie en état d'apartheid en Afrique du Sud et qui est allée pour une mission en Israël et qui a été effarée
sidérée de se rendre compte qu'en fait, elle se trouvait quasiment en Afrique du Sud. Et donc, vous trouverez cet article-là développé et ce récit développé. Que dire alors des multitudes de formes de solidarité qui se sont développées dans les campus et parmi les intellectuels occidentaux? Cette solidarité internationale se déploie dans des formes émergentes, comme le montre Imad Sayrafi dans ce numéro, qui souligne le fait que les solidarités militantes de l'axe de la résistance, composée du Hamas, de l'Iran, du Hezbollah au Liban, des Houthis au Yémen, se sont manifestées par des frappes militaires articulées à la lutte armée palestinienne. Ce n'est pas seulement un soutien diplomatique et politique, c'est un soutien militaire qui s'articule dans la stratégie choisie par les Palestiniens dans leur lutte. D'autres modes de solidarité globale sont nouvellement apparus en Palestine, en Jordanie, au Liban, en Égypte, en France, en Irlande et en Allemagne, aux États-Unis, au Mexique et en Espagne. Plus important encore, le mouvement mondial des étudiants et professeurs dans les campus universitaires prestigieux partout dans le monde a attiré l'attention, entraînant des réactions de l'État policier, l'arrestation de milliers d'étudiants et la radiation ou la révocation de professeurs et chercheurs indépendants dans le monde entier. Et cela, on le disait déjà en 2024, et vous savez ce qui se passe aujourd'hui en 2025 dans les campus aux États-Unis et en Europe. La solidarité a pris des formes insoupçonnées, comme le découvre Greg Thomas. Greg Thomas, c'est un Afro-Américain qui vit aux États-Unis, qui enseigne dans une université américaine. Il est l'auteur d'un livre sur George Jackson, qui a été un des dirigeants du mouvement des Black Panthers et qui a été assassiné en prison. Et donc il a écrit un livre sur George Jackson et il a été à Gaza avant octobre 2023 pour faire une exposition sur les Black Panthers. Et l'auteur découvre, lorsqu'il fait l'exposition à Gaza avant octobre 2023, il découvre en fait avec stupéfaction que la solidarité active des Noirs américains, elle n'est pas nouvelle par rapport à la cause palestinienne. Mais il découvre qu'il existait en Palestine ce qu'on a appelé les panthères noirs palestiniens. Ces Palestiniens noirs, des Noirs palestiniens. Pourquoi pas? Ces Palestiniens noirs sont aussi tombés en martyrs parmi d'autres fidèles dans la résistance à l'invasion de Gaza et dans la lutte contre la colonisation de la Palestine, et ceux dans les rangs du Fatah, du FPLP, du FDPLP, etc. Il nous a donc semblé important de souligner que ce qui se passe à Gaza depuis le 7 octobre 2023 n'est guère exceptionnel dans l'histoire et le fonctionnement du système capitaliste mondial, de l'impérialisme occidental et de l'idéologie sioniste basée sur la dépossession et le meurtre de vies indigènes. Mais face aux nouvelles formes de la domination coloniale, celle d'aujourd'hui, nous avons voulu montrer que des solidarités internationalistes, tiers-mondistes, tricontinentales se sont engagées dans une perspective politique et historique de rupture. C'est le mot clé de ce numéro. C'est la rupture des Palestiniens par rapport à toutes les négociations d'Oslo, du Camp David, etc., la tentative de deux États. Tout cela, aujourd'hui, c'est terminé avec ce qui est en train de se passer. Et chaque jour qui passe, Israël est en train de disparaître en tant qu'entité greffée dans un monde qui n'est pas le sien. Donc cette rupture historique, ce qui s'assume en acte transformationnel et de critique radicale. Et là, nous citons dans ce numéro un passage du jeune historien Nordin Amara, dont a parlé Fadela tout à l'heure. Il dit une critique radicale de la référence au dispositif lexical
et syntaxique, c'est-à-dire même le mot qu'on utilise, il faut faire une rupture avec ces mots-là et trouver les mots de la résistance, les mots de la lutte et du combat. Comme à l'étymologie, l'épistémologie, les concepts du droit, le droit international, la communauté internationale, tout cela, balayer ça dans notre esprit et trouver de nouvelles notions d'un droit fabriqué par l'Occident pour assurer et perpétuer sa domination dans la guerre comme dans la paix. Une critique du droit, non comme moyen de refroidir le crime, mais comme possibilité d'atteindre justice. Une justice qui fait au crime son archive. Une critique des discours dominants qui font des Palestiniens des hors-la-loi plutôt que des résistants à la domination étrangère et des occupants sionistes, des victimes de la terreur. Au fond, ça, c'est un peu le projet que nous avons eu et qui a été effectué. Donc, en gros, si vous voulez encore, si vous permettez une minute, de parler des États-Unis. Parce que les États-Unis, c'est maintenant la puissance qui porte Israël et qui tente de sauver ce qu'elle peut sauver d'Israël, à la limite, alors que Israël est en train de disparaître en tant que projet d'implantation coloniale dans un Moyen-Orient qui n'est pas donc prêt à l'assumer. Je voulais ici vous donner quelques éléments sur les lobbies qui sont en quelque sorte intégrés, qui sont comme un organisme, disons, comment vous appelez ça en médecine, métabolique, hein, à l'intérieur même, non pas seulement de la société américaine, mais de l'État américain. Et nous avons, avec Nora Khalef, palestinienne, elle a engagé une étude systématique de ces lobbies. Je passe sur les détails des différents gouvernements qui se sont succédés, dans lesquels des think tanks, des groupes de réflexion et d'action, avec des moyens de financement colossaux, pour pouvoir influer sur la décision du gouvernement américain. Du gouvernement Bush au gouvernement Biden, de 2001 à 2024, les changements au sein de la politique américaine se sont opérés. Les néoconservateurs apparaissent en force à travers leurs nombreux think tanks durant le mandat de Reagan. Ils n'ont jamais complètement disparu de la scène politique. Ils disparaissent de temps à autre en tant que mouvement déterminant de la politique étrangère états-unienne. Puis ils réapparaissent, ils surgissent en force, comme ce fut le cas durant l'administration de George Bush. Ils se retirent à nouveau durant l'administration de Obama et celle du premier Trump, pour revenir en force et pour la première fois sous une administration démocrate avec Joe Biden. L'administration, donc, ici, durant les années 60, 70, 80 et même 90, les think tanks américains des néoconservateurs se multiplient, tels que la Hudson Institute, Philadelphia Society, l'Héritage Foundation, Cato Institute, Goldwater Institute, Center for Security and Policy. Et cela, donc, ce sont des groupes de réflexion financés, importants, formés dans les grandes universités américaines, qui influent sur la politique intérieure américaine, sur la politique étrangère américaine et sur le gouvernement américain. L'administration George Bush, de 2001 à 2009, les néoconservateurs et la guerre en Irak. C'est très important de savoir ça. À partir des années 80 jusqu'au début des années 2000, en passant par la période de l'administration démocrate de Bill Clinton, qui préside à la signature des accords d'Oslo en 1993. Les accords d'Oslo sont le résultat d'un ensemble de discussions menées en secret entre des négociateurs israéliens et palestiniens à Oslo, en Norvège, pour poser les premiers jalons
d'une résolution du conflit israélo-palestinien. Le 13 septembre 1993, une déclaration de principe est signée à Washington par Yitzhak Rabin, Premier ministre israélien, Yasser Arafat, président du comité exécutif de l'OLP, Bill Clinton, président des USA. Elle instaure un mode de négociation pour régler le problème et pose une base pour une autonomie palestinienne temporaire de 5 ans. Autonomie palestinienne temporaire de 5 ans pour progresser vers la paix. Depuis cette date, plusieurs événements ont contribué à un nouveau revirement à droite avec la reprise du pouvoir de George Bush 2001-2009, l'infiltration d'un grand nombre d'idéologues néoconservateurs dans son administration, phénomène jusqu'alors typique du Parti républicain. Le mouvement néoconservateur avait pris encore plus d'ampleur durant l'administration de George Bush, suite aux incidents du 11 septembre 2001, qui ont mené à la déclaration de la guerre contre l'Irak. L'opération nommée Iraqi Freedom a été déclenchée par les États-Unis en 2003. Elle a été soutenue et suivie et soutenue par plusieurs alliés occidentaux. L'administration Bush s'entourait alors d'une panoplie de néoconservateurs virulents. Je vais vous citer des noms, vous les connaissez tous. Condoleezza Rice, présidente du Conseil de sécurité nationale, dans l'administration Bush, adoptait l'idéologie du chaos créatif, qui fut élaborée au départ par Shimon Peres, l'architecte des accords d'Oslo. C'est créatif. Le chaos créatif, la régression féconde. Si vous voulez bien avoir une occurrence et une application, voyez ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec Trump. C'est la théorie du chaos créatif. On balance des informations, des déclarations, occupation de Groenland, occupation du Canada, etc. Mais tout ça, c'est pas suivi de fait. C'est une distraction. C'est juste créer une dispersion de la pensée, une impossibilité de débat, puisqu'on ne peut pas débattre sur quelque chose qui est non. Mais et on va se disperser, on va inonder les médias avec ces questions-là pour faire oublier ce qui est en train de se passer réellement sur le terrain. Écoutez, et c'est pour ça que j'ai insisté pour qu'on comprenne ces logiques et on comprenne comment la stratégie des puissants est en train d'essayer de façonner le monde à sa manière et que le combat du peuple palestinien est sur le front de cette lutte contre ces stratégies-là. C'est ce qui est absolument une des conséquences. Dans ce gouvernement de George Bush, il y a aussi Dick Cheney. Alors Dick Cheney, pour ceux qui ne le connaissent pas ou ne savent pas ou n'ont pas été là, il a été et il est toujours un des grands patrons de Halliburton, des compagnies pétrolières américaines qui a toujours des bases au Sahara algérien et qui venait tous les 15 jours dans sa base pour pouvoir inspecter ses chantiers. Dick Cheney, nommé en mars 89 par Bush au poste de secrétaire à la Défense. À ce poste, il supervise l'opération Juste Cause au Panama et l'opération Tempête du désert au Koweït en 1991. Il fait massivement privatiser les tâches logistiques et d'arrière des opérations militaires en faisant appel à la société Blackwater. Peut-être beaucoup d'entre vous ne savent pas ce que c'est cette société Blackwater. La société Blackwater, c'est une société de monopole des actions en bourse du Dow Jones et de toutes les bourses européennes et occidentales. Il mobilise le capital américain pour racheter des entreprises et racheter des actions dans toutes les entreprises pour tenir les contrôles, et y compris
dans les pays d'Europe occidentale, et en particulier la France. Pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent aller voir Blackwater sur Internet et voir à peu près ce que ça signifie. En 1993, après la défaite de George Bush à l'élection présidentielle, il rejoint le think tank néoconservateur American Enterprise Institute. En 1997, avec Donald Rumsfeld, qui a été ensuite ministre de la Défense. Il fonde le think tank conservateur Project for New American Century. En 2000, Cheney devient le candidat républicain à la vice-présidence aux côtés de George Bush. La même année, il devient membre du conseil consultatif Jewish Institute for National Security Affairs. Encore deux ou trois minutes. Richard Perle, membre du comité George Bush, surnommé le prince des ténèbres à l'époque de l'initiative de défense stratégique de 1983. Richard Perle devient, sous l'influence d'Albert Wohlstetter, le gourou de la Rand Corporation. La Rand Corporation, c'est un institut américain qui est installé en Californie et qui fait les études stratégiques pour l'État américain et qui forme les cadres du département d'État et du Pentagone. Grande corporation est connue. Et il est aussi le gourou de l'US Air Force, spécialiste des questions stratégiques et nucléaires durant la guerre froide. Sous l'influence du sénateur Henry Jackson, anticommuniste et fervent soutien d'Israël, il est très lié à l'industrie de l'armement. Il obtient alors le poste d'adjoint au secrétaire à la Défense, Caspar Weinberger, et développe au contact d'autres protégés d'Albert Wohlstetter, dont Paul Wolfowitz, l'architecture de la pensée des faucons en place au Pentagone. Il occupe tout à la fois et de manière concomitante des fonctions au sein de l'administration américaine, des think tanks conservateurs, des lobbies, des grandes entreprises et auprès du Likoud israélien. Le 13 décembre 2003, Saddam Hussein est arrêté. Il sera jugé en 2006 pour crime de guerre. Alors, durant cette période, le mouvement néoconservateur est marqué par sa proximité avec la droite israélienne du Likoud, Richard Perle, David Wurmster, assistant de Dick Cheney pour le Moyen-Orient, Elliot Abrams, Douglas Feith, secrétaire d'État adjoint aux questions politiques, durant le premier mandat de Bush, etc., rédigé dès 1996 un rapport sous le titre « Une rupture radicale ». Il voulait en fait annihiler tous les pays du tiers-monde et les éliminer des Nations Unies. Le rapport est remis par Perle, aidé de Feith et Wurmster, à Benjamin Netanyahu. Ces néoconservateurs lui suggèrent une rupture avec le processus de paix engagé au Moyen-Orient et une politique basée non pas sur la paix contre les territoires, mais sur une politique de paix par la force et l'équilibre des puissances. Voilà. Je vous remercie. Maintenant, vous savez capacité d'analyse, de déconstruire non seulement les stratégies de discours, mais aussi de propagande des médias, y compris des médias algériens, quand ils reprennent sans distance critique les termes du lexique qui est produit de façon à soutenir la destruction de la Palestine et la liquidation de la résistance du peuple palestinien et de la solidarité internationale avec le peuple palestinien. Voilà, je vous remercie. Bravo, merci beaucoup. C'est au-delà de... C'est cuit. Non, c'est pas cuit. Voilà. C'est cuit. Donc, C'est pas cuit, puisque tous les peuples du monde se soulèvent et résistent. c'est pas que... Ce n'est pas un conflit local, ce n'est pas une guerre asymétrique, c'est une guerre globalisée, c'est une guerre mondialisée, et nous sommes concernés, nous sommes partie prenante de ce combat.
Tout à fait. Voilà ce que je voulais essayer Merci. de mettre au clair dans Oui. notre rencontre. Parce que malgré tout ça, pardon, Je t'en prie. ce numéro, il est plein d'espoir, plein de promesses pour le futur. Parce Il que, suffit écoutez, sans faire de discours et d'analyse prétendument éclairante, vous avez tous dans les réseaux sociaux, vous vous souvenez les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois jusqu'à ce jour, moi ce qui m'a frappé, ce qui m'a bouleversé, c'est ces enfants palestiniens sur les ruines de leur propre maison, ce qu'ils disaient. Ils disaient les enfants. et cela, pourquoi ça m'a bouleversé? Parce que ça m'a fait penser à tous ceux que j'ai enregistrés, les fidéliens, les commandos qui ont ouvert le second front en France, tous ont vu leurs parents massacrés, déportés en 8 mai 1945. Ils étaient enfants. Et c'est eux qui ont emporté la guerre en France, en territoire de la métropole. Donc, au fond, ce sont ces enfants-là qui sont l'espoir. C'est pas... Rien n'est fini. C'est-à-dire qu'au fond, chaque massacre, chaque bombardement, c'est aussi la fin d'Israël, c'est aussi un pan d'Israël qui est en train de tomber. Au départ, quand l'opération Tawfen al-Aqsa a commencé, on a commencé à dire dans tous les médias, en fait, les services israéliens, ils étaient au courant. Et que c'est une opération qui a été volontairement... Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que les Palestiniens étaient incapables de prendre une telle initiative et que c'est toujours Israël qui a l'initiative, y compris dans les attentats, etc. Alors ça, c'est vraiment la subversion du discours de la résistance. Et ça aussi, il faut faire attention à ce type d'informations qui nous inondent et qu'on reprend dans les médias, qu'on répercute, etc. Donc voilà à peu près les raisons pour lesquelles j'insiste sur ces aspects-là, que c'est une lutte qui nous concerne, qui nous a atteints, qui est en nous et dont il est de notre devoir de la porter à notre façon, avec nos moyens, quels qu'ils soient, à l'échelle individuelle et à l'échelle de l'Algérie tout entière. Bravo, parce que ça prolonge une discussion qui a été menée hier aussi. On ouvre le débat Du film. Fatma. Oui, on ouvre le débat. On ouvre le débat. Tu as Voilà. parlé de la stratégie du discours, je crois que c'est très important d'examiner ça. J'ai une phrase ici de Peter Harding, je ne sais pas si tu vois qui c'est. C'est un analyste du cadre de la guerre. Il parle de la stratégie de la table rase. Oui. Et en linguistique, la table rase, tabula rasa, comme on dit, c'est quand on fait, il n'y a rien, on commence à partir de rien. Donc c'est ça vraiment l'objectif. Alors qu'est-ce qu'il dit? Une guerre est affaire de mots, pas seulement de morts. Si la destruction de l'adversaire est un acte militaire, la construction de l'ennemi est un acte rhétorique. Absolument. Voilà. C'est grâce au verbe que l'on rallie sa base et que l'on tente de justifier ses propres actions, par exemple au regard du droit international. Voilà, tout à fait. Et en fait, en plus de ces tables rases dont parle l'auteur, il y a aussi ce qu'on peut appeler la saturation de l'espace d'information, la saturation de l'espace de l'analyse et la saturation des moyens d'analyse critique. Il y a l'inondation aussi de l'espace par des informations contradictoires. Et donc, au fond, de désarmer toute possibilité de distance critique par rapport à ce qui se passe. Pourtant, les gens continuent d'occuper les universités, de brandir leurs pancartes, de courir le risque d'être expulsés, d'être révoqués de leur poste, etc. Tout cela aussi, c'est un combat qu'il faut aussi mener et qui est mené partout, et malheureusement, peut-être pas chez nous. Non, voilà, justement, on va peut-être en parler. Quelqu'un veut prendre la parole? Allez. Moi, je voudrais d'abord vous remercier. Vous parlez fort, oui. Pour tout ce que vous nous avez apporté.
il m'a manqué quelque chose. Je n'ai pas entendu le projet sioniste. Le projet sioniste. Le oui. projet Oui, sioniste. oui. Je n'ai pas entendu ça. C'est très riche. Il y a énormément de choses qui m'ont intéressée. Mais j'aurais aimé qu'il y ait un rapport. Parce qu'après tout, c'est le projet sioniste qui... Il est dans ce qui- numéro-là. Il est à voir Oui. en 2005. Non, non, mais je développé, parle du- ouais, oui. Vous parlez de l'exposé. De l'exposé. Oui, je parle de l'exposé. Il m'a manqué ce point-là. Oui. Et ce qu'elle vient de dire m'a rappelé l'international. Debout esclave, debout, le monde va changer de base. La phrase que vous aviez dit, Table rase. Table rase. du passé faisant table rase, debout esclave, debout. Et effectivement, c'est très important qu'il y ait cette... c'est-à-dire qu'on utilise de nouveaux concepts, de nouvelles paroles, de nouvelles... Invente. voilà. C'est ce qu'il dit. Pour nous passer de tout ce que l'Occident Absolument, essaye tout à fait. de nous imposer comme façon de réfléchir, de penser, de projeter, etc. Et tout a été fait pour nous formater de telle sorte qu'on accepte, on arrive même à accepter certaines idées qui sont tout à fait étrangères à notre culture. Absolument, même. comme l'idée des deux États. On est à Coexistence des deux États. Oui, c'est ça. Et je vous remercie. Voilà. Et vous avez probablement, enfin tout à fait raison, pas probablement, tout à fait raison. Je n'ai pas parlé du projet sioniste parce qu'il est connu, ils ont développé, publié, connu. Oui, mais c'est le résultat. Ce que nous vivons actuellement, c'est le projet sioniste. Non, mais madame, qui ce que j'essaye disons, à travers ce travail-là, ce qui apparaît, et ce qui apparaît tous les jours de plus en plus, c'est que le projet sioniste est en faillite aujourd'hui. Voilà. Il est en train disons, d'atteindre ses limites. Et chaque jour, chaque bombardement, chaque occupation de chaque parcelle de terre palestinienne est la fin du projet sioniste. Et d'ailleurs, des journalistes du journal Haaretz le disent en clair. Oui, oui. Ils disent maintenant l'idéal, l'utopie sioniste, c'est un rêve qui est terminé. Le dernier article dit c'est fini. Il a une papé. C'est terminé. Il a une papé en Absolument. particulier. Mais déjà, Papé était professeur à l'université de Bayezid. Il avait dirigé une thèse d'un Palestinien sur justement la réalisation du projet sioniste en Palestine. Il a été révoqué, il a été obligé de s'exiler en Angleterre pour continuer. Donc au fond, chaque jour qui passe aujourd'hui, il est devenu impensable, impossible d'une coexistence pacifique entre Palestiniens et Israéliens en territoire palestinien. Comme il a été impossible d'imaginer une coexistence en Algérie de la minorité européenne avec les Algériens. Et puis quand vous avez le chef de Shin Bet, qui Oui. lui-même, d'ailleurs il a démissionné, hein, qui dit carrément que ça a été un échec. Oui. Donc ça nous dit tout. Voilà. Et Parce c'est vrai que quand on revient à c'est la confirmation et la démonstration de ce qu'on disait. Au départ, on disait que les services israéliens étaient au courant. Or, le Shin Bet démissionne. C'est énorme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas vu venir. une confirmation. C'est-à-dire c'est la capacité du peuple palestinien d'être sujet de sa propre histoire. Voilà. Et ce qu'on vous dites, vous avez repris le terme, ces notions d'être sujet de sa propre histoire, on veut déposséder le peuple de cette volonté et de cette capacité de s'organiser et de mener une action contre un des États les plus puissants du monde. C'est-à-dire que, pour clarifier ma pensée, il n'y a pas États-Unis d'un côté, Israël de l'autre. Ce que j'ai essayé de montrer, ce que Noah Khalef montre dans son étude, c'est que Israël est un État des États-Unis. C'est un État intégré, substantiel des États-Unis. Et les moyens qu'il reçoit pour
faire la guerre et faire la diplomatie, faire l'information à travers le monde, c'est les États-Unis qui le financent. Je crois que Trump, je crois que Trump, c'est une autre paire de manches là-dessus. Il y a que ça. Très différent. On va peut-être rentrer dans une autre... Wait and see, comme on dit. Oui. Je pense qu'on va arriver à un Ouais. stade où Je suis tout à fait Trump d'accord. va lâcher Netanyahou. Je crois que... Vous allez voir. C'est pas Ils sont moyennement. Oui, oui. Oui. Il cherchera. C'est les intérêts des États-Unis. Mais ça, c'est les intérêts des États-Unis. c'est Attends, pas- attendez, pas dire. Voilà, on va donner la parole. Il est pas Oui, du tout. Sirem, tu voulais parler? Très fermé. Oui, allez-y. S'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai juste quelques inquiétudes à exposer. En fait, votre discours était rassurant. Et certes, en Occident, il y a un éveil global. C'est-à-dire, il y a des gens qui deviennent de plus en plus conscients en ce qui concerne la cause palestinienne. Par contre, en Algérie, mon sentiment, c'est qu'il y a un recul. Les gens deviennent de plus en plus neutres, voire insensibles à la cause palestinienne. Même sur le plan gouvernemental, vous avez tous vu la déclaration, je ne sais pas si vous avez lu Oui. le truc, l'interview de Tebboune avec le journal, j'ai oublié le titre, c'est un journal français, je pense. Il a dit, l'opinion, ouais, il a dit clairement que dès qu'on reconnaisse l'État palestinien, bon, ici on est entre deux parenthèses dans la logique des deux États, dès qu'on reconnaisse l'État palestinien, nous normalisons. Oui, c'est ce qu'il a dit. C'était choquant. Ça, c'est Est-ce qu'il ne faut pas s'en inquiéter? Voilà, c'est ça. À mon avis, ce que j'essayais de mettre en évidence dans ce travail que nous avons mené pendant une année, c'est qu'en fait, la théorie des deux États et la politique de Tatbih, la normalisation, elle est aussi finie, elle est terminée. Et je ne suis pas habilité à porter un jugement sur les déclarations qui sont pour la plupart du temps, les déclarations gouvernementales sont pour la plupart du temps des effets d'annonce. Et même au niveau de la société. Non, alors au niveau de la société, moi je pense, je vais vous donner ma réponse, hein. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre opinion, parce que le gouvernement algérien aujourd'hui est en quelque sorte captif de l'opinion publique du pays. Les Algériens ne peuvent pas admettre, pas un moment, qu'on puisse accepter l'existence d'un État colonial en Palestine et qu'on puisse coexister ou coopérer ou conclure des accords normalisés avec Israël, qu'elle soit telle qu'elle est aujourd'hui ou qu'elle soit dans un cadre bi-étatique. Autre chose, et je voudrais juste, ça me fait penser à un autre élément, on est en train de travailler à une carte réalisée par une professionnelle de la cartographie qui a déjà fait les cartes dans ce numéro de l'occupation de la Palestine depuis 1947. Voilà. Elle a fait plusieurs cartes dans ce numéro. L'évolution de l'occupation non pas seulement de la Cisjordanie, mais de l'ensemble de la Palestine au fur et à mesure du temps. Elle est en train de faire une carte actualisée depuis les accords Camp David, les accords d'Oslo, à ce jour. Chaque fois, donc, il y a une progression de la colonisation sur des territoires qui n'étaient pas compris dans les accords précédents. Ce qui signifie que tous les accords gouvernementaux internationaux qui ont été conclus sont des accords nuls et non avenus aujourd'hui. Voilà. Alors comment peut-on penser et dire que nous normaliserons nos relations avec Israël après... Oui, Dalila. Moi, je voudrais poser deux problèmes. C'est vrai que depuis quelques années, la légitimité même de la création d'Israël est remise en question. Ça, c'est vrai. C'est sûr, et à l'intérieur même d'Israël, par des Israéliens. Le deuxième problème, c'est quand même, ce sont les Palestiniens qui ont reconnu Israël en 88 ou 89. Ça s'était passé même à Alger, au Club des Pins. Ils ont reconnu l'État d'Israël.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a quand même des dirigeants palestiniens qui sont encore prêts à discuter dans cette direction-là. Et l'Algérie ne peut pas faire plus qu'eux. C'est-à-dire elle est obligée d'abord de prendre en considération le désir, la décision des Palestiniens, et ensuite, effectivement, s'il y a une évolution de la situation qui dit tous les accords sont nuls et non avenus, ben ça, il faut d'abord qu'eux-mêmes le reconnaissent. Ben oui. Il y a eu, pendant la lutte de libération en Algérie, il y a eu des courants politiques, des mouvements politiques, des personnalités politiques qui étaient d'accord pour une Algérie indépendante dans l'indépendance. La coopération, on disait. Et la lutte armée du peuple algérien a annihilé cette volonté d'une coexistence pacifique avec la France, avec une coexistence des Européens en Algérie. Donc, au fond, dans toute lutte de libération, il y a des courants qui sont des courants de conciliateurs ou d'acceptation du fait accompli. Or, ce qui est en train de se passer, je reviens et j'insiste, je m'en excuse, c'est-à-dire que cette lutte, elle n'est pas finie aujourd'hui, elle est encore sur le terrain. Pourquoi Israël bombarde encore? Pourquoi Israël veut encore occuper? Parce qu'elle n'arrive pas à étouffer cette lutte-là. Et chaque jour chaque jour de lutte en Palestine est un jour qui est gagné pour la libération de la Palestine. Et un jour qui est... À quel prix? Qui est en contrepartie une défaite des partisans de la normalisation. C'est ça qu'il faut voir. C'est-à-dire il ne faut pas juste dire il y a un courant, il y a un groupe, il y a des forces en Palestine qui sont pour la normalisation, pour respirer, pour souffler, etc. À un moment, pendant les négociations, les entretiens, puis les pourparlers, puis les négociations d'Évian, il y avait des gens qui étaient prêts à lâcher le Sahara pour pouvoir souffler. Et là, je vous recommande de lire le 2e tome sur la conquête de la souveraineté. Quelles étaient les positions et les enjeux de la négociation. Oui, c'est vrai. Mais là, justement, tu m'as fait penser à des choses. Moi, j'ai fait ça en 2008. J'étais en mission avec mon ministère dans le temps. J'ai rencontré j'avais plein de photos que j'ai plus maintenant, des gens sur leur gravats, sur les maisons détruites, les hôpitaux, etc. Et bien les femmes, en l'occurrence les femmes, et c'est d'un certain âge, elles disaient, pourvu que ça s'arrête, qu'ils s'entendent, 2 États, machin chouette, on enfante et on n'a pas d'enfants, mais on manque des enfants et on se retrouve sans enfants, on se retrouve sans hommes, etc. etc. Je pense que le peuple, les Palestiniens, on en marre aussi de cette casse et tout. Quelque part, par moment, ils ont envie de souffler, comme vous venez de le dire, etc. Il fallait les entendre parler, ces femmes. Surtout, il y avait même des enfants qu'on a rencontrés comme ça dans des crèches, parce qu'on a été hébergés dans un truc qui appartenait au Croissant Rouge palestinien, où il y avait des crèches, des écoles et tout. On a discuté avec les enfants. C'était la même chose. Ça s'arrête, qu'ils s'entendent, c'est pour les vieux, c'est pas pour nous, et nous les enfants, pourquoi on paye, etc. Vraiment, c'était très significatif. Et ces enfants, ils grandissent entre-temps, comme vous venez de le dire, etc. Ils perpétuent, et j'imagine que ce sont ceux-là même qui... pourvu qu'ils s'entendent, on peut vivre ensemble, C'est comme nous dans les années 90, avec le terrorisme, tout le monde disait bon, que ça suffit, on se Ce que je peux dire de ce point de vue-là, de cette idée que vous présentez, je ne fais que rapporter que vous avez entendu chez des témoignages. Des témoins directs, des victimes directes. Tout à fait, oui. Je peux vous dire ceci, c'est que l'occupation de l'Algérie a commencé en 1830. Et de 1830 jusqu'à 1962, la résistance a continué. Mais durant cette résistance, il y a des gens qui ont dit on ne peut plus, c'est fini, on ne peut plus, on accepte le fait accompli. Et pourtant, la lutte a continué. Et pourtant, à chaque moment, même dans les moments les plus, disons, les plus dramatiques, il y avait encore des gens
Et il y a des relations qui sont faites par Bentobal dans la période qui est celle des années 40, après la Seconde Guerre mondiale. Il disait en fait, il y a des gars qui se moquaient des militants du PPA en leur disant ils pensaient que l'Algérie pouvait être complètement indépendante, complètement libérée, et ils se moquaient d'eux. Et les autres qui racontaient, qui disaient ils veulent avec des boîtes de sardines libérer l'Algérie et vaincre la France. C'était impossible, c'est-à-dire qu'au fond, en contrepartie, il y a des gens qui sont sur le terrain. Vous voyez comme nous tous, vous voyez sur les informations dans quelles conditions les gens résistent, les gens luttent et combattent. Et pourtant, chaque jour qui passe, c'est la guerre la plus longue de l'histoire contemporaine des peuples de la région. En fait, La guerre menée par l'Égypte, alliée à la Syrie contre Israël, elle a duré 8 jours. 6 jours, on a dit la guerre des 6 jours. La guerre de 73, elle a entraîné la perte de territoire plutôt qu'elle a libéré les territoires. Elle a duré, la guerre. Et aujourd'hui, les Palestiniens, de octobre 2023 à l'Elioum, ils sont encore en train de guerre. Il y a eu bon. Oui, en fait, vraiment qu'un commentaire. Je te dis très sincèrement, merci Dao. Tu me fais du bien. Je me fais du bien aussi. Oui. Parce que c'est vraiment pour moi la leçon de la radicalité. Absolument. L'importance Et de la leçon de la rupture. radicalité et de la rupture. Absolument. Toutes les conséquences qu'il peut y avoir, non seulement sur le plan interne, en Palestine, où tu faisais beaucoup référence à l'Algérie, c'est vrai, oui, tout ce que tu décris, ça a existé, en effet. Ce que tu as dit aussi, c'est vrai, il y a eu Yasser Arafat, etc. Mais le centre de tout, et je pense, et moi aussi je suis optimiste, c'est les luttes radicales. Il n'y a que ça qui paye. Il n'y a vraiment que ça qui paye. Non, pas hélas, pourquoi? Parce que ça provoque des changements, non pas simplement en Palestine, mais regardez ce que ça fait comme boule de neige ailleurs. Moi, j'aurais jamais pensé que les étudiants américains allaient faire autant de manifestations. Et c'est vrai que c'est important. Je regarde eux parce que c'est important que ça se passe là-bas. C'est l'État qui soutient. C'est pas dans n'importe quel établissement. Hein. Oui, c'est vrai. C'est Harvard, c'est Columbia, et donc, maintenant c'est Washington, l'université de Washington. Et c'est ce que ça peut provoquer même. En fait, ils payent très très cher ce que nous on va gagner, ce que le reste du monde va gagner. Moi, c'est ça qui me fait à la fois mal, mais qui me réjouit. D'un autre côté, comme aujourd'hui le débat sur les massacres de la colonisation, ce qui est en train de se passer, le génocide, il ne va pas passer à la justice va être demandée. Et aujourd'hui demandée. C'est-à-dire qu'en fait, chaque bombardement israélien en Palestine est au compte maintenant d'Israël. Elle ne peut plus tenir. Elle n'a plus de justification, ni juridique, ni morale, ni politique, de présence en Palestine. Voilà. Oui. Attends, on va peut-être donner la parole à ceux qui n'ont pas encore parlé. Allez-y, oui. Allez-y. Bon, فهمتك انا sur la longue durée, Palestine تتحرر, pas de problème. Le parallèle que vous avez fait par rapport à la révolution algérienne, il est très pertinent, même par rapport vous avez des défaitistes ou le ras-le-bol de certains Palestiniens par rapport à la radicalité de Hamas. Ça nous rappelle la radicalité du FLN. Oui, bien sûr. Avant, بكري في القصبة كان يقول لك témoignage تاع المجاهدين يقول لك الشعب كان يخاف من النظام أكثر من فرنسا. باسكو النظام كانوا يسولوا لا فلان كانوا يسولوا النظام. دونك Bentobal aussi en parle à un certain moment du fait qu'il faut pousser le peuple. Il faut, c'est-à-dire si on le laisse, il va baisser les bras au tout début. Bien sûr. Donc, à un certain moment, il y a quand même ce groupe-là qui va entraîner dans sa radicalité tout le monde. Même, j'entends parfois des témoignages de ça, où il y a des Palestiniens qui en ont marre de Hamas. Ça fait, hein. Les classes, c'est bon. Même il y avait
une séquence de l'aide. À un certain moment, il y a, dans une trêve, les aides où c'est Hamas qui s'est occupé de cette organisation de l'aide. Elle a plus privilégié les militants et les résistants que certains familles. Et ça se comprend. Donc il y a eu quand même un ressentiment à l'égard de Hamas, mais ça se comprend. On a déjà vécu ça dans notre révolution. Mais chez nous, le problème, c'est que je comprends certains avis concernant sur le plan factuel, les gens pensent que du contenu du contexte géopolitique actuel, c'est-à-dire qui est en défaveur de l'axe de la résistance par rapport à l'affaiblissement de Hezbollah et l'effondrement de la Syrie, plus l'ouragan Trump actuellement en bombardant le Yémen et en affaiblissant un petit peu l'Iran. Les gens pensent que cette phase, elle est... bon, moi je la vois en tant que phase, hein, en phase qui va pas venir à bout de la résistance. Mais certains pensent que factuellement, il y a un problème, ça risque d'écraser la résistance, au regard aussi de la complicité des pays arabes, et surtout du gang de Ramallah, la fameuse autorité qui exécute les propres résistants. Donc, et le parallèle, je pense qu'il s'arrête au niveau par rapport à notre révolution, c'est la représentativité du peuple palestinien. Nous, on avait le FLN en étant le seul représentant du... oui, maintenant, le problème, c'est qu'il y a 3 millions de Palestiniens à Rafah, qui sont pratiquement, on va dire 2 millions, qui sont dans un état de... je sais pas, ils sont... je ne dirais pas indifférents, mais il n'y a pas de révolution à Rafah aussi, contre ce gang. Donc il y a un problème au niveau, il faut qu'il y ait une représentativité unique. Je ne sais pas si avec le temps ça va venir avec le maintien de cette résistance qui relève du surhumain, parce que on espère qu'il y ait cette... parachever le parallèle. Ce que je peux vous dire, toujours je fais un rapport avec ce que je sais le mieux, c'est-à-dire notre résistance, et ce que j'ai recueilli des gens qui ont pris sur eux de s'exposer à la mort et de se battre pour pouvoir libérer l'Algérie. Dans le récit que fait Ben Topal du début des maquis en Wilaya 2, en zone 2, le nord constantinois, c'était une poignée d'hommes en armes qui n'étaient connus de personne. Au départ, on pensait que c'était des bandits d'honneur. Entre autres. Et ils passaient d'un gîte à l'autre, d'un refuge à l'autre, parce qu'ils ne pouvaient pas rester plus de 24 heures. Et au bout d'un moment, il n'y avait plus de refuge. Le dernier refuge, ils étaient chez un militant du PPA-MTLD qui les avait reçus. Ils étaient un groupe de 5 ou 6 hommes en armes. Et la femme de celui qui les recevait a été voir son mari et lui a parlé à l'oreille. Elle lui a dit « Hadik al-basla, ndirouha gea ou ndirouh ghir nos » Il n'avait comme réserve dans la maison qu'un oignon. Et elle demandait à son mari, est-ce qu'on le coupe en deux ou bien on le met tout entier dans la marmite. Au départ, ils étaient à la charge de la population. Après le 20 août 1945, les massacres de l'armée française contre les populations sans distinction ont fait que les gens sont montés dans les montagnes et ont demandé la protection de l'armée de libération. C'est-à-dire les choses ont changé. Alors qu'au départ, les militants, les maquisards demandaient l'appui de la population et la protection de la population, après le 20 août, c'est l'inverse qui s'est passé. Et c'est là le tournant. D'un autre côté, si vous voulez faire vos analyses, il faut élargir le spectre de votre analyse.
Par exemple, dans les pays occidentaux, aujourd'hui, la plupart des États sont en surendettement. Et ils sont aujourd'hui en train d'investir à nouveau dans l'industrie de guerre, et les populations protestent parce qu'ils sont en train de puiser sur leur épargne. On a même supprimé les livrets A et tout ça pour faire des carnets d'épargne pour soutenir l'effort de guerre en Ukraine. La crise est profonde et la situation ne peut pas durer avec les mêmes éléments tels qu'ils ont fonctionné pendant les 10 dernières années. Aujourd'hui, on est dans une période où les failles sont en train de s'élargir, dans des périodes de rupture. Ce n'est pas seulement une rupture de langage, comme on vient de dire, mais c'est une rupture des alliances aussi stratégiques. Et ça aussi, il faut en prendre compte. Et ce que disait Fatma Aliwa tout à l'heure est très important, parce que Trump, ce qu'il est en train de faire, il est en train de balayer tous les think tanks dont on a parlé précédemment et de mettre en place une nouvelle administration. Maintenant, est-ce que le fait que les médias occidentaux, et en particulier français, je ne dis pas ceux d'Allemagne, tombent sur Trump, les médias occidentaux, par qui ils sont tenus? Par les milieux sionistes. Et donc, il y a, effectivement, tu as absolument raison, Fatma, de poser ce problème. Observez, analysez et suivez ce qui est en train de se passer aux États-Unis, parce que aussi les États-Unis vont lâcher. Ils sont en train de lâcher l'Europe dans l'affaire de l'Ukraine. Et il n'est pas loin, à mon avis, je m'engage qu'ils vont lâcher Israël dans une perspective qui pourrait être... Je ne pense pas qu'il va s'en prendre à la Chine. Je ne sais pas. Mais je pose ça comme hypothèse, qu'il ne faut pas exclure. Il cherche les puissants et il va s'allier avec des puissants. Il y a des questions là, chaque matin. Pardon, oui, je réponds à ta question. Après, oui. Allez-y. Allez-y, je vous en prie. Il y a l'histoire aussi qui nous donne raison à travers des verticalités historiques qui sont des ruptures épistémologiques, que ce soit l'offensive du Tel. L'offensive du Tel au Vietnam, qui a donné ses preuves, absolument. Que ce soit le Nord constantinois qui a donné ses preuves, que ce soit enfin l'Arsa qui donnera ses résultats. Absolument. Et les minorités sont toujours radicales. Absolument. Elles sont toujours radicales. Que ce soit le régime de Diem à Hanoï, à Saigon, qui était armé par les Américains, il a été balayé. Que ce soit le MNA qui était supérieur au FLN, des milliers, par milliers, il a été balayé, que ce soit en France, que ce soit ici. Le Fouedj, ils ont été balayés de général de Lounis. Et la question palestinienne, l'histoire va... Vous avez absolument raison. Va avoir raison à travers toutes ces luttes de libération. C'est l'épaisseur historique qui joue. On est dans un moment historique important. Je vous demande vraiment de prendre une distance critique et de bien analyser ce qui est en train de se passer. Quand les premiers coups de feu ont été donnés en Algérie, novembre 1954, pendant les premiers mois, la position d'Idouche Morad, qui était responsable du Nord constantinois à l'époque, il disait il faut que la lutte de libération dure, que ce soit de longue durée. Pourquoi? Parce que chaque jour qui passe, l'idée d'une séparation avec la France va rentrer dans la tête du plus grand nombre. Parce que les gens, la majorité, ne pensaient pas qu'ils pouvaient se séparer de la France. Mais des éléments, comme vous dites, qui sont dans l'avant-garde actuellement, qui sont sur le front, chaque jour qui passe, c'est une idée de la non-existence d'Israël en Palestine qui est en train de s'affirmer. Donc il faut aussi faire un petit zeste de dialectique dans vos analyses pour pouvoir comprendre ce qui est en train de se passer. Même nous, pardon, même nous, dans l'opinion publique, on a terriblement évolué en un an et demi. On avait l'impression aussi que Israël ne pourrait était indomptable et que invincible. Il fallait
peut-être la solution à 2 États, alors que maintenant, on parle tout à fait clairement de l'effondrement d'Israël ou de l'effacement d'Israël. Je pense Sauf que- l'État. Comment? Sauf l'État. Sauf l'État. Ah, Amel, elle voulait parler. Tu n'as pas levé le doigt. Ah, pardon. qui veut Oui, allez-y. Monsieur, Allez-y, puisque vous n'avez pas parlé. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'enjeu pour les États-Unis à travers la présence d'Israël pour qu'on mesure mieux la difficulté? Quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est que les États-Unis comptent sur Israël comme un élément de stabilisation d'une part, mais aussi des États arabes. C'est-à-dire qu'au fond, les États arabes sont piégés. Ils sont en quelque sorte forcés, ils ont été forcés de négocier avec les États-Unis pour pouvoir accepter une présence d'Israël. Donc au fond, la stratégie des États-Unis, c'est une stratégie globale. Elle n'est pas fixée sur Israël, monde arabe, elle est fixée sur des rapports qui sont avec l'Europe, d'une part, et l'Asie-Pacifique, d'autre part. Donc au fond, la région est une région pivot, est une région clé dans les équilibres, dans les rapports de force entre les puissances occidentales et les nouvelles puissances qui sont en train d'émerger dans cette région et dans l'Asie-Pacifique. Donc au fond, il faut aussi étudier le rôle que joue Israël en tant que porte-avions, en tant que place forte militaire des États-Unis au Moyen-Orient pour maintenir le statu quo des États arabes, des pays du Golfe. Parce que les pays du Golfe alimentent d'une manière importante, je ne pourrais pas vous dire quel pourcentage, la production d'énergie et la production industrielle dans le monde occidental. Donc perdre le Moyen-Orient, comme ça a été en 1973, quand le prix du pétrole est passé à 120 dollars, alors qu'il était à 10 dollars, c'est un élément extrêmement important de maintenir cette région dans une situation d'inféodation aux puissances occidentales et aux États-Unis en particulier. Je viens de lire aujourd'hui que les Émirats vont investir 1000 milliards de dollars aux États-Unis, 1,7 trilliard de dollars aux États-Unis. Et alors, à l'inverse, est-ce qu'il est possible de penser un seul instant que les pays arabes puissent se mettre autour d'une table pour avoir une politique qui contrarie les intérêts? Alors, on va parler de géopolitique et de géostratégie. Eh ben oui. Côté ces pays arabes, si on prend le plus puissant d'entre eux, l'Égypte, est le plus peuplé des pays arabes. L'Égypte est endettée à 120% de son produit intérieur brut avec la Banque mondiale, les finances internationales et les États-Unis. L'ensemble de ces inputs dans son industrie, dans son économie sociale, etc., viennent de l'étranger. Comment peut le gouvernement actuel de l'Égypte réunir autour de lui, comme il le faisait autrefois, les pays arabes pour pouvoir faire front? Et c'est pareil pour la Jordanie, c'est pareil pour le Maroc, encore pire pour le Maroc, et c'est pareil pour les autres pays. Le Soudan, vous voyez dans quelle situation il se trouve. Quelle unité vous pouvez faire, quel front vous pouvez organiser. Et donc on revient à l'arc du refus, et l'arc du refus, il est clair maintenant. Et pourtant, la lutte de l'Algérie a montré que l'impossible n'existe pas. Ce que j'essaye de dire depuis tout à l'heure, c'est en fait, le peuple palestinien. Pour répondre à Madame Nassera Boukhari,
Je pense qu'il a fallu 1 siècle et demi aux Algériens de colonisation pour arriver à... Un 5 juillet. Même un peu moins d'1 siècle et demi, 1 siècle. 1 siècle parce que en 1919, l'émir Khaled est le premier à avoir envoyé une lettre au président Wilson demandant la reconnaissance de la citoyenneté algérienne et l'autodétermination du peuple algérien. 1919. 1926, 27 février 1927, Messali Haj, le premier a demandé la séparation d'Algérie d'avec la France. La constitution d'une armée algérienne. La constitution d'un parlement algérien élu au suffrage universel. 1927, 1 siècle. 1830, 1927. Et donc, il faut inscrire tous les événements de la conjoncture dans une perspective de moyenne et de longue durée. Sinon, on ne sort pas. Et tous les problèmes de géopolitique, de géostratégie, d'alliance et de position des États d'une région dans une perspective qui est celle de l'équilibre des puissances dans le monde. On n'en sortira pas. Pourquoi des déclarations tapageuses? Pourquoi des effets d'annonce que nous allons rentrer dans les BRICS et que vous allez voir, nous allons faire ceci et cela. 2 jours après, c'est terminé, c'est tchoufa. Allez comprendre cette logique. On n'a pas. Quel est le rapport qu'on a voulu établir avec les pays qui se libéraient de la France dans le Sahel? Le Mali, le Niger, le Burkina Faso. On a voulu remplacer la France dans la relation avec les pays du Sahel. Pour être très poli. On n'a pas besoin de vous. Le Mali. Pas tout à fait. Si vous voulez pas, mais quand même. Moi, je voulais, si vous permettez, Oui. revenir à la Palestine et revenir à la création d'Israël. Oui. Oui, la création d'Israël a été actée aux Nations Unies. Oui. Et il faudrait une action au niveau des Nations Unies, une décision au niveau des Nations Unies, pour que ce pays qui a été créé de toutes pièces et avalisé par les Nations Unies disparaisse. Oui, c'est toujours les 15 États qui sont... Madame, je crois que vous n'avez pas bien entendu mon propos. Non, mais on disait qu'en fait, le droit international n'est plus une référence pour nous. Dans cette logique-là, ce n'est plus une référence. Je vais vous donner un exemple. La moralisation. Je vais vous donner un exemple. Un exemple qu'on enseigne dans toutes les universités en relations internationales, dans l'histoire contemporaine. Après la Première Guerre mondiale, il y a eu la constitution de la Société des Nations. Et il y a eu la charte de la Société des Nations. Elle a été inspirée par la déclaration de Wilson en 14 points. 1914. Il y a un des points de la déclaration de Wilson qui disait que les États dominés par les empires, les anciens empires et les anciennes puissances, avaient le droit à l'autodétermination. Sauf, et il a cité un certain nombre d'États qui sont les colonies des puissances occidentales. Ça, c'est le droit international SDN. En 1947, quand il y a eu la constitution de l'ONU, l'Organisation des Nations, c'est le même problème qui s'est posé. Et donc, si on doit rentrer dans les logiques de la communauté internationale, entre guillemets, la communauté internationale jusqu'à ce jour, ce qu'elle a fait, elle a entériné l'occupation progressive de la Palestine par Israël. Bien sûr. Nous sommes en train de préparer la carte. Et ce que va montrer la carte mise à jour aujourd'hui, c'est qu'Israël, ce n'est pas un État. Et on veut introduire dans nos têtes qu'il y a 2 États. D'abord, ce n'est pas un État, c'est une entité. C'est vrai. Deuxièmement, Israël n'a pas de frontières reconnues internationalement. Il y a ce qu'on appelle des lignes d'armistice, des lignes de démarcation, mais il n'y a pas de frontières.
On veut faire reconnaître Israël avec ses frontières garanties par l'Organisation des Nations Unies. واش نهار التمسخير هذا؟ يعني s'il vous plaît, arrêtez de penser à des recours qui ont fait faillite et qui ont travaillé continuellement contre nous. Moi, je me suis exprimée de telle sorte pour juste dire qu'il y a un obstacle qu'il faudrait dépasser. Ça fait partie de la vie. C'est un obstacle. Ça fait partie du combat. C'est le combat. Voilà, c'est ça. Pourquoi les pays africains, les pays asiatiques demandent d'autres sièges au Conseil de sécurité? Et ainsi de suite. Voyez. Et par terre, ça, le droit international. La Cour pénale internationale, ses décisions jusqu'à ces derniers temps, c'était toujours pour entériner l'état de fait, de fait accompli. Et aujourd'hui, l'administration Trump veut poursuivre les juges de la Cour pénale internationale. Où est le droit international? Voilà. Et l'arrestation de Netanyahou, oui. Je voulais juste ajouter une phrase à mon commentaire précédent. Je pense qu'il faut penser à intégrer la question palestinienne dans les manuels scolaires. Je pense qu'il y a, selon mon constat, qui risque d'être faux, parce qu'il y a un constat local, que j'ai fait à partir de mon entourage, mes amis, Homa, etc., qu'il y a malheureusement que les gens sont... En fait, les gens réagissent par rapport à ce qui se passe, mais ils sont, je ne sens pas qu'il y a un sentiment fort, comme l'était autrefois, vis-à-vis de la cause palestinienne. Je pense qu'il faut penser à intégrer votre travail, graduellement dans les manuels scolaires pour immuniser les élèves, les Algériens de la propagande qui nous arrive à travers les algorithmes des réseaux sociaux. Alors j'ai une petite réponse à votre question, si vous permettez. Le travail de la revue Naqd, ça fait 33 ans qu'il a commencé et qu'il se poursuit. Il n'y a pas, comme je vous ai dit, pas une bibliothèque qui a la collection de la revue Naqd ou qui est abonnée à la revue Naqd. Ni bibliothèque universitaire. Il y a 48 universités au centre universitaire, une cinquantaine. Pas une n'est abonnée. Et pourtant, sur Internet, on a les statistiques des accès des pays et des institutions à la revue Naqd. L'Algérie est la deuxième après la France en nombre d'accès à la revue Naqd. C'est-à-dire qu'il y a une demande sociale réelle, solvable, qui s'exprime statistiquement. Et pourtant, aucun manuel n'a repris des études qu'on a faites, ni sur le 8 mai 45, ni sur l'émir Abdelkrim Khattabi, ni sur tout ce qu'on a fait sur l'histoire de l'Algérie, etc. Aucun. Alors, le problème, c'est que c'est depuis 33 ans, ماشي عام ماشي زوج ماشي 5 سنين ماشي 10 33 سنة. Alors le problème c'est on a eu 5 présidents successifs. On a eu peut-être plus de responsables de la sécurité militaire. Et jusqu'à ce jour, la revue Naqd est interdite de séjour, elle est sous embargo dans son propre pays. كيفاش تحب ندخلوا في المانويل scolaire? Le problème, les élèves, le peuple en général, il est instant à la cause palestinienne. Le problème, c'est que les élites politiques et économiques, dans tous les pays arabes presque, ils sont ouverts à la normalisation, à la résolution de cas 2. Ça se passe au niveau même si mais il y a une propagande qui nous arrive à travers les algorithmes des réseaux sociaux. Elle est moins pire, il faut immuniser les gens. On les instruit. Continue à intervenir chacun, mais pas de dialogue. D'âge, finalement, de génération. Mais où le Hirak, pendant toute la durée du Hirak, le drapeau palestinien était accompagné du drapeau algérien. Ça veut dire quoi ça? Oui, non, le peuple. Je me souviens de l'époque
où on prélevait une journée de ouais. salaire. Oui, pour c'est vrai. la Palestine. C'est vrai. On donnait de l'argent. Quand même, on ne peut pas dire que peut le pas peuple faire plus. algérien est Ouais. défaitiste. Ah non, je crois que le peuple algérien. Les stades, par exemple. Les stages. Non, mais c'est une bonne question. Oui, oui. Il parle d'une génération plus jeune. Voilà. Qui veut parler? Par contre, lui, Continuez à de parler. prendre la parole. On n'a pas de données. Arrêtons de parler de génération. Nous n'avons pas de données. Je reviens tout juste des États-Unis. Vous savez, ce problème, il n'y a pas de données à l'école, tout ça. Il y avait les Jordaniens qui étaient super organisés. Avec toute la merde de leur système scolaire, il y a Karaou. Il y avait les Égyptiennes, la même chose. Il y avait les Marocaines, Jordaniennes, Tunisiennes, Marocaines et Zadmou à la ministre israélienne. Galbou à les Nations Unies, la seule algérienne, je n'avais même pas les données qu'elles avaient. Nous avons, au lieu de juger la société, cette pauvre société qu'on n'arrête pas de juger depuis les années 90, faisons chacun le rôle d'Yalou à son niveau. Arrêtons de juger la société parce qu'Anna, j'ai le constat, nous sommes loin de la société. Même Hitler à Bedouin à la France, nous sommes entre nous. Pourquoi? Parce que nous jugeons. Je ne pense pas que ça vient d'une mauvaise intention. Désolée si je suis sur ce truc parce que Maniche, même déjà que les enfants, ils ont pris le bombardement. Les chiffres qui ont été partagés à la CSW à New York, les Libanaises, elles ont fait un travail extraordinaire. Elles sont sorties de ce discours. Ah bon? Elles ramènent les noms, les propriétaires, les industries d'armes. Le nombre d'armes qui sont essayées tous les jours et les armes qui visent à stériliser les femmes palestiniennes. Il est là le génocide. On essaye d'arrêter la reproduction d'un peuple. Je pense que, d'ailleurs, la revue Nord, je pense que jamais je l'ai travaillé c'est extraordinaire que ça existe. C'est super important, mais si ça existe, il faut qu'on ait nous dire c'était super fermé. Non, je n'ai pas vu la société, j'ai juste dit qu'il faut immuniser les gens de la propagande qui nous arrive à travers les Oui, je suis d'accord, mais on est gens. poussant à lire. Renseigne-toi, Facebook, ce n'est pas une revue scientifique. Mais bon, je connais dans la revue, non. Il n'y a que les élites. L'information, tout le monde est la génération de mes parents, ma grand-mère, ils avaient de bonnes informations. Il faut qu'on se questionne. C'est grave, les gens sont venus avec des trucs incroyables. Il y avait 120 Tunisiennes, il y avait une centaine de Jordaniennes. Au risque de se faire arrêter aux États-Unis, Anna, j'avais non seulement notre absence, mais ce n'est pas notre absence dans l'absolu, c'est l'absence le débat profond. Non, le débat profond avec des données, avec de la recherche, avec des connexions. La séance sur les armes qui stérilisent, incroyable. Jusqu'à maintenant, je n'arrive pas à me calmer, je suis profondément en colère. Ils sont en train d'essayer de nouvelles armes au Moyen-Orient. Et pas seulement, c'est pour ça que d'ailleurs elles sont en alliance, ce n'est pas que contre les Palestiniennes. Et les Libanaises et les Syriennes, et voilà. Et peut-être que je me trompe, moi je ne pense pas que seulement pour que les États-Unis contrôlent, mais c'est pour avoir l'hégémonie sur le monde. Là, j'ai l'impression vraiment que nous sommes en train de disparaître. Non. Ou même, je ne disparais pas à travers les armes, à travers qui fait classe. On nous a, comment dire, on nous a neutralisé. On nous a noyés. Un nouveau modèle de consommation. Saturation. Derrière des factures et des conneries et je ne sais quoi, qu'on n'a plus le temps de penser à s'organiser de la façon la plus simple. Et désolé si, mais là-bas, je suis vraiment, ça me dépasse. Il y a un centre de recherche en Palestine qui diffuse quotidiennement des informations aussi détaillées que celles dont vous parlez et qui peut être accessible à tout moment. Je pourrais vous laisser le lien, vous pouvez vous le consulter. Et je reçois quotidiennement des informations de ce type, très développées. Et j'ai juste envie de rajouter juste une toute petite information. Elle m'a fait mon questionnement là-bas. Au fait, j'avais réussi à voir la ministre sur les droits des femmes à Maroc, à Tunis, à France, à la Jordanie, à le Liban, à la Palestine notamment. Celle que je ne rencontre pas. Elle était là-bas. C'est celle qui a fait justement Iftar Jamaï
pour le Djalien palestinien là-bas. On pense bien faire pour les Palestiniens. Mais je pense pour bien faire pour les Palestiniens, c'est nous laisser nous organiser. Parce que ma présence était insignifiante. La présence des militantes autres féministes du Sud était signifiante. Donc les rames les dîners, les effets d'annonce n'ont pas commencé avec l'entrevue d'Akboul où il parle de sa condition. Ça fait très longtemps que ça parle des résolutions de 1967. Et je vous rends. Et ça a été très explicite pendant les résolutions du sommet d'Alger. Qu'est-ce qui s'est passé le sommet d'Alger? La phrase les deux États, ou salam, ou salam, ou tout ça a été répété comme pas possible. Dans le sommet arabe qui se passe où? À Alger. C'était un sommet fleufantin ou révoltant sur la question palestinienne. Et je me pose la question, est-ce que comme par hasard, un an après avec le sommet, le génocide reprend? Est-ce que c'est un hasard? Parce que c'était un effet d'annonce, dans 10 ans, là, on va normaliser. J'ai Grand Kamel, j'ai les autres arabes, ou j'ai les résolutions, et comment on appelle ça, l'optionnalité. Et bof, qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas du tout parlé. Et là, j'en vois une classe politique. Quand je vois le MDS, des militants normalement formés, sur Facebook, parce qu'il a dit cette phrase. Alors que ça fait un an, il y a eu un sommet où ça a été répété sur ton territoire. Là, il fallait dénoncer. Là, il fallait dénoncer. Parce que les résistances arabes, elles sont encore très fortes. Le policier ça pourrait expliquer. Alors, je pourrais expliquer qu'il y a eu des concessions. Réseau ici, l'année passée, le 8 mars, il y avait un mot d'ordre. Solidarité avec les Palestiniens. Et bien les copines ont été arrêtées. Oui. Ah, il y a la réalité aujourd'hui. Exactement. Vous voulez. Ah, il y a la réalité aujourd'hui. Tu vois, j'ai le fait de ma voix où on a la phrase la plus simple. Ma solidarité, je ne peux pas l'exprimer dans l'espace public. Ouais. Monsieur, vous vouliez parler? Oui, ce que je voulais, c'était partager avec vous pour la circonstance des souvenirs. En 1972, je me souviens qu'il y avait pas mal de Palestiniens qui travaillaient en Algérie. Oui. Il y avait une union des ingénieurs, on était sous l'égide du FLN bien sûr, et j'ai été désigné pour représenter l'Algérie dans une réunion à Bagdad, une réunion des unions des ingénieurs des pays arabes. Et je me souviens parfaitement avoir dit, quand j'ai pris la parole, je ne suis pas un homme politique, je ne m'y connais pas du tout. Tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que l'Algérie vous soutiendra, quelles que soient les causes. Il y avait une ambiance. Cette chose, je ne la ressens plus dans mon pays. Non, vous ne la ressentez plus dans le gouvernement de votre pays. Voilà. Parce que dans votre pays, c'est autre chose. Comme dit la dame qui vient de parler, on n'a pas les données réelles de l'opinion publique en Algérie. Bien sûr. On n'a pas. Et puis, du jour au lendemain, on peut être surpris par la réaction du peuple algérien. Il ne faut pas être hagroche. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez expliquer pourquoi le Maroc va jusqu'aux limites impossibles en envoyant des militaires? C'est pas le Maroc, c'est la monarchie marocaine. Sur le Maroc, il y a des résistances, il y a des mouvements. Oui, mais il y a des manifestations extrêmement forts de soutien à la Palestine. C'est les confusions qu'on ne doit pas faire. En Algérie, les confusions sont nombreuses. Je pense qu'en Algérie, ce qui se passe, c'est qu'on a une tutelle qui parle pour nous et qui est pour, qui soutient à 100% la Palestine. Je crois qu'on a épuisé notre chef conférencier. Mais on les appelait à aider la revue Naqd. Mais voilà, oui, vous êtes invités à acheter la revue Naqd. Parce que la revue Naqd est une revue indépendante, autofinancée, sans soutien gouvernemental. Alors le seul soutien, c'est vous.
Voilà la solidarité avec la revue NAC. Voilà, on vous appelle. C'est moi. Merci beaucoup. Et Ah, c'est toi, c'est elle qui s'en charge. Écris-moi. merci beaucoup, c'était passionnant. Je crois qu'on pourrait débattre encore longtemps. Mais merci infiniment. Alors, c'est pour moi. Invitation. Oui, je pense que ça y est. Donc la séance est levée. Vous êtes invités à venir. Moi je viens. La séance, s'il vous plaît. On clôture cette séance débat. Hein, en applaudissant, en remerciant encore